Nos systèmes éducatifs actuels ont été pensés au XVIIIe et XIXe siècle afin de répondre aux besoins de la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, l'environnement qui combine technologie et croissance démographique est totalement différent, ainsi que les challenges auxquels nous et nos enfants sommes confrontés. Beaucoup sont persuadés qu'il faut aller à l'école pour apprendre une série de sujets, passer des examens et, avec de la chance, intégrer une bonne université afin d'obtenir un bon job. Ce modèle a été construit pour des temps anciens et des challenges différents de ceux d'aujourd'hui. Le système éducatif actuel est ainsi basé sur une distinction entre les matières utiles, par exemple les mathématiques, les sciences physiques, les langues étrangères, et celles qui sont considérées comme inutiles. Celles-ci ne sont pas forcément inintéressantes, par exemple l'art, qui stimule la créativité, mais elles ne mènent pas toujours à un emploi. Ainsi, l'éducation repose sur 4 logiques principales. La logique économique, pour préparer nos enfants à leur entrée sur le marché du travail, la logique sociale, pour les aider à comprendre le système dans lequel ils se trouvent, la logique culturelle, car éduquer ses enfants est bon pour eux, et la logique personnelle, si nous souhaitons que nos enfants réussissent mieux que nous. Le système éducatif n'est pas conçu pour développer des individus, mais pour remplir ces 4 missions. Et, par souci d'efficacité, il prône donc une standardisation de l'apprentissage, ainsi que la mise en place d'une compétition entre les élèves. Le résultat, c'est que les systèmes éducatifs du monde entier partagent les mêmes principes erronés. Ils sont basés sur la conformité, la docilité et la linéarité de l'apprentissage. Et ce système atteint forcément ses limites. Alors même qu'elle est conçue pour préparer la future population active, l'éducation ne parvient pas à répondre à la demande du marché. Et dans certains pays d'Europe, le taux de chômage des jeunes dépasse même les 50%. Pas vraiment. L'éducation a une influence sur la manière dont les managers agissent. On peut représenter le fonctionnement des entreprises de façon mécanique. Une organisation typique repose sur un organigramme avec des rectangles qui sont reliés par des traits, à l'image d'un dessin de mécanique. Une telle représentation fournit des indications sur la structure du pouvoir, mais pas sur la culture d'une organisation, car les entreprises sont davantage des organismes que des mécanismes. Il y a d'ailleurs eu un croisement intéressant entre 2 tendances. La durée de vie d'une entreprise, même pour les plus grandes, tend à diminuer, entre 25 et 30 ans, alors que la durée de vie humaine tend à s'allonger. On peut distinguer 3 notions: l'imagination, la créativité et l'innovation. L'imagination est spécifique à l'espèce humaine. C'est la capacité d'intégrer dans le cerveau des éléments qui ne sont pas réels, au-delà d'un environnement sensoriel immédiat. Les animaux, par exemple, ne sont pas capables d'écrire des poèmes, de composer une symphonie ou d'écrire des livres. On peut d'ailleurs très bien avoir de l'imagination et ne rien faire de la journée. En revanche, la créativité suppose l'action. C'est elle qui met l'imagination en pratique. Et il faut en général un médium ou un matériel. La créativité dans la peinture a ainsi été favorisée par la disponibilité des pigments naturels, de même que le cinéma l'a été grâce aux technologies permettant de concevoir des objectifs. Un matériel ou un outil donne l'opportunité à un individu d'être créatif. Et l'innovation, c'est la capacité de mettre en pratique les bonnes idées, mais on ne peut innover sans créativité. Pour se réinventer, une entreprise a besoin en permanence d'idées neuves, ce qui suppose que la culture d'innovation de l'organisation s'y prête. Il faut donc d'autres standards de management de manière à encourager les individus à exprimer leurs idées, qui peuvent venir de n'importe où, et à favoriser le dialogue. Il faut donc encourager ce droit à l'erreur, alors que nous avons tendance à le disqualifier. J'explique souvent aux dirigeants d'entreprise que s'ils sont intéressés par l'innovation, ils ne peuvent la développer directement. Il leur faut cultiver l'imagination des individus et les autoriser à le faire, ainsi que leur donner les outils pour exercer leur créativité, associés à un environnement dans lequel ces idées peuvent éclore et se concrétiser pour les mettre en pratique. C'est de cette manière que les entreprises les plus innovantes ont toujours agi. Apple en est un bon exemple, de même que Pixar, mais il y en a beaucoup d'autres, y compris dans des domaines plus traditionnels comme l'industrie. Pour répondre de façon brève, oui, car il n'y a aucune raison de penser que l'intelligence d'une machine, telle qu'elle évolue, ne puisse produire des idées ayant de la valeur. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'il était impossible pour une machine de battre un joueur d'échecs,
de gagner un quiz de connaissances comme Jeopardy, d'apprendre le chinois ou les mathématiques. C'est une courbe exponentielle. Si on pouvait remonter le temps, dans les années 60, et montrer à nos grands-parents un iPhone d'aujourd'hui, ils nous prendraient pour le capitaine Kirk dans Star Trek. Il ne fait aucun doute que dans les 20 à 30 prochaines années, lorsque l'on montrera des photos sur un iPad à nos arrière-petits-enfants, cela les fera sourire. Personne ne peut dire comment les machines parviendront à émuler la sensibilité humaine et sa complexité, et ce que cela va produire.